Bonsoir, j'espère que ça va bien. On est lundi le 3 mai, c'est le live numéro 7 dans la tête d'Aro. Ce soir, on va parler de comment fixer notre taux horaire. Je vous dis tout de suite, j'embarquerai pas dans la gestion du calcul des coûts des plus loin que ça. Mon intention avec vous, c'est de travailler vraiment tout le concept de valeur ajoutée, puis le processus pour arriver finalement à définir notre taux horaire. Quand je travaille, ou en tout cas quand je prépare les lives, j'essaie toujours un petit peu d'avoir une vision d'un entonnoir où au départ, je vais parler un petit peu plus de façon générale du sujet. Puis, plus le temps va avancer dans le live, bien, plus on va tomber au niveau là, d'éléments spécifiques qui sont, je pense, super intéressants, puis qui, aujourd'hui, en 2021, sont hyper actuels. Je veux, ceux qui sont présents avec nous ce soir, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire bonsoir, qui vous êtes, vous venez d'où et autres. Est-ce que vous êtes dans le groupe privé ou sur Facebook ou sur LinkedIn? On est sur plusieurs plateformes là, en direct. Fait que bonsoir Hélène, je suis contente de savoir que tu es avec moi ce soir. Je veux aussi vous mentionner le fait là, qu'on a un nouveau groupe privé dans la tête d'Aro sur Facebook où je vais bonifier l'ensemble des sujets qu'on va aborder avec différentes lectures, différents liens. Je vais répondre à vos questions. Fait que c'est un groupe que je souhaite très dynamique dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous. À part ça aussi, pour la fête des mères qui s'en vient, j'ai un concours et dans les commentaires sur toutes les plateformes, vous allez avoir le lien pour participer au concours de la fête des mères. J'ai 2 prix super intéressants à faire tirer dimanche prochain. Puis, c'est des produits dérivés d'Aro. Bonjour Véronique, contente de t'avoir avec nous ce soir. Fait que la façon que j'organise un petit peu le live, au départ, je vais vous parler de mon expertise. Moi, j'ai travaillé pour les soupes Campbell, donc un produit de détail. On parle de soupe tomate au niveau là, des épiceries, tout ça. Moi, j'étais plus dans le volet service alimentaire, mais la dynamique de la gestion de prix se ressemblait quand même beaucoup. Je vais vous parler aussi de mon expertise rapide dans la restauration, donc comment on fixait les prix de nos produits dans le restaurant. Je vais vous parler de l'histoire d'Aro, donc de mes débuts à la valeur de mes œuvres aujourd'hui, comment j'ai réussi à bâtir ça. Je sais qu'il y a plusieurs artistes aussi qui me suivent là, dans la tête, sur la plateforme dans la tête d'Aro. Fait qu'on va aborder aussi ce sujet-là, mais je vais rapidement bifurquer sur tout le concept de la valeur ajoutée, puis de la perception du service que vous offrez par vos clients. Donc, comment faire le switch versus votre vision de votre entreprise, puis la vision de vos clients, la vision que vos clients ont de votre entreprise, parce que ça fait vraiment une différence au niveau du langage qu'on va adopter, puis la façon qu'on va réussir finalement objectivement, tous et chacun, c'est de vendre le plus cher possible nos services et de très bien vivre du métier qu'on a choisi. Je sais que dans le groupe, on a autant des propriétaires d'entreprises que des travailleurs autonomes qui sont responsables de générer leurs revenus. On a des gens qui sont à taux horaire. Donc, je pense entre autres à Vicky qui est graphiste, qui facture à l'heure ou au projet ou au mandat. Puis, on va aussi aborder tout ce volet-là. Fait que je me lance déjà dans le sujet au niveau de la restauration, qui est le volet spaghettini, où j'ai eu à fixer des prix, à identifier la valeur. Puis, dans n'importe quelle stratégie pour fixer la valeur de vos produits, la première étape, c'est quoi votre stratégie? À qui vous vous adressez? Est-ce que vous êtes dans un marché de masse? Est-ce que vous êtes dans un marché très niché? C'est qui votre client cible? Si vous lui parlez, c'est quoi votre intention? Qui est-il? C'est super important de connaître votre client cible pour définir dans quel marché vous allez vous retrouver. Puis nous, dans la restauration, on était un restaurant familial. Donc, systématiquement, on ne peut pas vendre des prix comme si on était au Laurier Raphaël, mais on était quand même dans une localisation géographique touristique au pied du Château Frontenac. Fait que ça aussi, ça avait un facteur qui pouvait influencer là, la tarification. Puis, à travers tout ça, on avait aussi un élément de compétition. Hein. Il y a énormément de restaurants à Québec, puis dans le quartier où on était. Puis nous, c'était le restaurant familial italien, dans le fond, du Petit Champlain.
Puis dans la restauration, pour fixer les prix, la valeur de notre produit, bien, c'est très simple. On part du coûtant de la nourriture qui normalement représente au maximum, on l'espère, 30%. Et après ça, bon, on part de ça, puis on multiplie par 3,33 pour arriver normalement au prix vendant du plat. Puis on s'entend que quand on fait le calcul, ben on pense à tout, là. Le pain, le beurre, le potage, etc. On ne tombera pas dans le nettoyage de la vaisselle ou des bris ou des pertes, mais on va faire un calcul de cette façon-là pour fixer un premier jet d'un potentiel liste de prix. Par la suite, on va aussi identifier le marché dans lequel on est, donc situation géographique, compétition dans les alentours, c'est quoi les éléments distinctifs. Hein? Je dis souvent le famous four. On était reconnu pourquoi. Puis ça, c'est important de le savoir, ce par quoi on est reconnu, parce que ce qui va définir aussi le ton et le langage qu'on va utiliser auprès de nos consommateurs, de nos clients cibles. Fait que dans la restauration, c'était principalement basé sur le food cost. Hein? On partait de ça pour faire un ratio multiplicateur et on devait s'assurer normalement que nos coûts de nourriture et nos coûts de salaire soient en bas de 60% finalement de notre chiffre d'affaires. Fait que c'était un petit peu la cible. Par la suite, il y a les frais fixes que peu importe qu'on ait un client ou 100 000, le loyer était toujours le même et les assurances, ces choses-là. Puis, on avait un objectif d'une profitabilité ciblée aussi. Fait que c'était la combinaison de ces éléments-là qui nous amenait à fixer les prix dans l'industrie de la restauration. Avant ça, j'ai travaillé pour les soupes Campbell, puis on s'entend que le prix de la crème de tomate ou du jus de légumes V8 ou des pâtes feuilletées Pepperidge Farm, c'est pas moi qui fixais ça. Par contre, quand on est dans un marché de masse, hein, parce que là, on s'entend que c'était des truckloads de soupe qu'on vendait, c'était pas à l'unité, bien, la stratégie était beaucoup basée, bon, autant au niveau de la recherche et développement et autres, mais c'était vraiment un produit d'appel. Mais encore là, la différenciation de la marque permettait à Campbell de vendre un petit peu plus cher un produit comparativement, admettons, un produit Elmer qui était ici fait je dis au Canada, là, mais un produit local. Fait que c'est tout cet aspect-là de gestion de marque qu'on va parler ce soir aussi. On en a parlé un peu de l'image de marque la semaine dernière où j'ai donné beaucoup de contenu de ce côté-là, mais l'objectif ce soir, c'est pas d'aborder ce volet-là, au contraire, mais de simplement dire dans le fond que tout dépendant du marché auquel on s'adresse, c'est là qu'on va fixer finalement nos prix. Par la suite, mon expertise est arrivée dans le marché de l'art, puis je vous parle un petit peu de la naissance d'Aro, parce que quand j'ai commencé à peindre à l'école d'entrepreneurship de Beauce, je ne suis pas sortie de l'école en disant « je vais en faire une carrière », loin de moi. Si en 2016, on m'avait dit qu'un jour, j'allais peindre, que j'allais vivre de mon travail, que j'allais choisir ça comme métier, je vous aurais dit « mon Dieu, vous en avez fumé du bon, parce que c'est impossible, j'ai aucun talent créatif ». Fait que c'était mon discours à l'époque. Quand l'art est arrivé dans ma vie, tout de suite, ça a été comme un choc. Ça a bouleversé beaucoup de choses parce que c'était une des premières fois que je me reconnectais avec mon essence puis avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais l'impression de pouvoir déposer des émotions sur le canevas. Fait que ça a été une révolution chez moi, puis ça a changé la façon probablement que j'étais parce que quand je croisais des gens, j'étais impliquée dans plusieurs activités réseautage avec la Chambre de commerce, les femmes en affaires de la capitale nationale et autres. Puis les gens me disaient « Caroline, t'as donc bien l'air bien ». Je dis « Hey, j'ai commencé à peinturer. » C'était même pas peindre. Et à ce moment-là, les gens disaient « Ah, tu peins des murs? » Non, non, je fais des toiles. « Hey, on peut-tu voir ce que tu fais parce que ça te fait vraiment bien, tu as l'air vraiment bien. » Fait que ça a commencé comme ça à montrer sur mon cellulaire le fruit de mes premières créations. Puis les gens disent « T'en vends-tu? » « Oh my God, ben écoute, si t'es prêt à acheter ça, oui, la réponse, il n'y a pas de problème. » Mais de fixer le prix, à ce moment-là, c'était quelque chose pour moi qui était inconnu. J'avais aucune idée du marché. Je n'étais pas en galerie d'art, loin de là. Je faisais ça dans ma salle à manger à la maison. C'était une passion pour moi. C'était pas un métier, une carrière. C'était vraiment du volet de la passion. Fait qu'à ce moment-là, la façon que j'ai commencé par fixer mes prix, c'était de couvrir au minimum les matériaux finalement qui étaient inclus dans le canevas, donc l'achat de la peinture, de la toile, etc. Rapidement, à l'école d'entrepreneurship, j'en ai fait un projet de dire, bon, ben si j'avais allé plus loin dans ce monde-là de l'art que je ne connais pas parce que je suis autodidacte, j'ai pas de cours en histoire de l'art, j'ai pas étudié dans ça, je suis une femme d'affaires qui a commencé à peindre. Puis à ce moment-là, les gens qui m'entouraient
de loin dans cette industrie-là me disaient, ben, tu peux pas te dire que tu es une artiste. Fait que, tu sais, il y avait toute la dualité de me positionner. Puis, je ne sais pas si vous, de votre côté, en tout cas, les artistes qui sont avec nous ont vécu ça, mais tu sais, j'avais beaucoup de difficultés à prendre ma place ou juste d'assumer le fait que ça pouvait potentiellement être quelque chose, une option dans ma vie de peindre et d'aller un peu plus loin. Fait que j'en ai fait un projet personnel d'asseoir l'image d'Aro sur une image de marque qui était solide. C'est ce qu'on a vu le week-end, la semaine dernière, lors du live numéro 6. Mais ça a commencé comme ça. Puis, rapidement, le besoin s'est fait sentir de dire, ben, si je veux asseoir la valeur ou qu'éventuellement je veux vendre mon travail, ben, c'est quoi le chemin? Il y en a des centaines de chemins. Puis, l'important, c'est de trouver celui qui vous convient. Mais instinctivement, la première question que je me suis posée, j'ai dit, c'est qui achète des œuvres? Puis on s'entend que moi, la niche que je voulais cibler, c'était une industrie dans laquelle moi, je me sentais bien. C'était tout le côté des entrepreneurs et du monde des affaires. Je me suis dit, ben acheter une œuvre, hein, c'est pas un besoin essentiel comme manger, se loger. On s'entend que c'est un produit de luxe. Puis j'avais besoin d'aller valider que cette clientèle-là que je voulais cibler pouvait potentiellement aimer ce que je fais, mais aussi se procurer mon travail. Fait qu'on a commencé par démarcher, dans le fond, des galeries d'art. C'est à ce moment-là que j'ai été acceptée comme artiste permanente à la Galerie Québécois dans le Vieux-Québec. Fait que ça a été mon premier pas professionnel dans le monde de l'art. Et c'est vraiment ce pas-là qui m'a ouvert toutes les portes par la suite. Mon président d'honneur, ben, j'ai eu l'opportunité, probablement avec ma verve, l'énergie que je déployais. J'étais présente en galerie pour faire de la peinture en direct. J'essayais plein de choses pour accompagner le galeriste à représenter mon travail. Et elle m'a offert un vernissage solo, ce qui est quand même assez rapide dans mon chemin de carrière. Et j'ai sollicité la présence de Marc Dutil, le fondateur de Canam, le fondateur de l'école d'entrepreneurship de Beauce, où ma carrière est née, à être mon président d'honneur. Puis, dans les circonstances, quelques mois auparavant, Canam venait de vendre ses actions à des Américains pour une période temporaire. Marc n'était pas du tout présent dans les médias et on a fait une campagne de relations de presse comme quoi que Marc était mon président d'honneur et ça l'a sollicité l'intérêt de TVA, entre autres, et de l'émission Plein Feu sur Québec. Donc, ça m'a donné une couverture qui a été vraiment super intéressante au niveau médiatique, le lancement. Puis ça a été vraiment le point culminant parce que le lendemain, c'est là qu'une galerie d'art de Montréal me contactait et me proposait une exposition à New York. Et 3 semaines plus tard, à New York, on me proposait un mois plus tard une exposition à Paris, au Carrousel du Louvre. Fait que c'est vraiment comme ça, en 2018, mars, avril, mai 2018, que ma carrière a débuté. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée de la tangente que mes œuvres allaient prendre, puis au niveau de fixer la valeur de mon travail aussi. Puis, finalement, ça a été un tourbillon d'un paquet de choses, l'ouverture de ma galerie d'art. Puis, je voulais répertorier la liste des points, puis j'ai pris quand même plusieurs notes. Fait que si vous me permettez, de m'y référer. Puis, merci beaucoup, Hélène, quand tu dis quelle chance tu as eue. Mais je peux vous dire que notre chance, on l'a fait. Puis, quand j'ai appelé Marc Dutil, j'étais déjà très gênée. Je faisais dans mes shorts un petit peu. Puis, la première question qu'il m'a posée, c'est « Pourquoi je ferais ça pour toi? » Puis, il a fallu que je me retourne sur un scène pour lui donner une raison qui était assez valable pour qu'il se déplace de la Beauce, qu'il mette de côté ses engagements professionnels, personnels et familiales pour venir passer du temps avec moi puis s'engager à être un bon président d'honneur pour mon événement. Fait que j'aime le fait que tu sollicites ce point-là parce que oui, il y a des facteurs chance dans mon parcours, mais j'ai cogné à tellement de portes. Il y en a tellement qui se sont pas ouvertes, mais il y en a plusieurs qui se sont ouvertes. Puis ça a été un enchaînement d'un paquet de choses qui a fait qu'aujourd'hui, mes œuvres se vendent à plusieurs milliers de dollars l'unité. Mais quand j'ai commencé, c'était pas le cas. Puis quand on est dans l'industrie de l'art, puis pour ceux qui sont présents, je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas tant le sujet unique de la soirée de définir le prix d'une œuvre d'art, mais sur quoi les gens se basent, puis le parcours à suivre pour augmenter la valeur de ces œuvres. Dans un premier temps, il y a une différence entre quand c'est quelque chose qui est une passion, puis quand c'est une personne qui fait ça comme carrière.
la perception de l'acheteur, d'avoir un artiste qui est sérieux, qui fait ça de sa vie, qui veut aller loin, qui a des visées sur le plan international. Au départ, je croyais que les gens achetaient de l'art dans l'optique où ça allait être un investissement qui allait profiter. Puis plus je parle à mes collectionneurs, plus je me rends compte que l'achat d'une œuvre d'art, c'est un facteur qui est émotif. Puis le prix, plus les prix sont élevés, plus l'entonnoir des possibilités d'aller toucher des collectionneurs se rétrécit parce que le budget, on va chercher une niche qui est vraiment très différente qu'un produit de commodité. Puis je dis commodité, mais quand on est dans les œuvres originales, si on vend une œuvre 400 $ puis qu'on en vend une autre 8 000, ben on ne s'adresse pas aux mêmes personnes dans les possibilités finalement d'acquisition. Mais donc, au début, en général, on essaye entre 25 cents et 50 cents le pouce carré parce que le prix d'une œuvre se base principalement à la dimension de l'œuvre, fois une cote d'artiste, un ratio, un multiplicateur qui est établi selon un paquet de facteurs. Moi, de mon côté, j'ai été évaluée par une experte en art, une curatrice en art ici au Canada et je suis maintenant expertisée par le groupe Akun qui est en Europe. Donc, j'ai aussi une valeur professionnelle en euros sur le marché finalement de l'Europe. Puis, ma cote à l'étranger est plus élevée qu'ici parce que le marché n'est pas le même. Le marché canadien est un marché qui est encore en essor. On a un moins grand bassin de possibilités et il y a moins de collectionneurs finalement par capita qu'il y en a en Europe et en Asie. Fait que ça, c'est des éléments qui ont pu influencer ma cote d'artiste avec le temps. Mais au départ, l'important, c'est que dans n'importe quel milieu, l'important, c'est de s'assurer que le prix où vous allez vendre votre item, ça couvre l'ensemble de vos dépenses. Puis l'ensemble de vos dépenses, c'est autant le coût de la fabrication, le matériel qu'il y a à l'intérieur, que ce soit des vinaigres balsamiques ou vous faites une œuvre ou que vous vendez un service, vous avez des frais fixes et des frais variables. Et c'est important qu'au départ, le prix que vous allez fixer couvre au minimum ça. Et que ça rajoute aussi une portion salaire parce que lorsqu'on tombe comme entrepreneur, intrapreneur, travailleur autonome, on se doit non seulement de gagner suffisamment bien sa vie pour en vivre et couvrir l'ensemble de ses dépenses. Ce qui va aussi déterminer la valeur d'un produit, c'est sa notoriété. Quand on pense à des mots comme Porsche, Louis Vuitton, je pense à Corneau, je vais penser à un Riopel, systématiquement, on a une association d'un produit de luxe, un produit de valeur, on a une marque, il y a un sentiment d'appartenance très, très grand à cette marque-là lorsqu'on est finalement dans le groupe qui peut se le permettre. Fait que la notoriété est un facteur qui va influencer finalement votre valeur sur le marché, puis la liste de vos collectionneurs. À savoir, de mon côté, j'ai eu le privilège et l'honneur de peindre une toile pour Michelle Obama. C'est dans mon CV. C'est certain que quand tu as Michelle Obama dans ta liste de collectionneurs, ça crée une curiosité, ça ouvre des portes que je pensais jamais finalement que ça allait être possible. La rareté aussi, à savoir si c'est un produit, je pense à quelqu'un qui fait du vin ou je pense au Batuto à Québec qui a seulement une 20aine de places dans son restaurant. Tout le concept de phénomène de rareté, donc de quantité limitée, va aussi créer une valeur ou avoir la possibilité d'augmenter la valeur marchande de notre produit. Donc, pour une artiste ou un artiste qui fait 250 œuvres par année, puis un qui en fait seulement une vingtaine, le phénomène de rareté permet d'augmenter les prix de façon plus significative. Le nombre d'œuvres vendues, c'est aussi un facteur super important qui te permet d'aller chercher par année des augmentations de ta cote. Ça c'est basé principalement sur le prix que tu vends tes œuvres. Les collectionneurs sont prêts à payer jusqu'à combien pour ton produit, puis combien d'œuvres par année tu vas vendre. De mon côté, le tremplin le plus important, ça a été vraiment le fait d'aller à l'international. Donc, d'exposer, j'ai exposé à Paris, en Pologne, en France. Actuellement, j'ai des œuvres qui partent pour l'église La Madeleine à Paris pour une exposition au mois de septembre. Je suis inscrite à une exposition solo pour New York au mois de novembre. Fait que toutes les expositions internationales, c'est quelque chose aussi qui vient bonifier le CV et qui a un impact. Par la suite, aussi, tout ce qui est prix et reconnaissance. Donc, quand on présente des œuvres à des concours, si on est en nomination, si on gagne des prix,
bien ça aussi, ça vient augmenter la valeur de l'artiste. Donc, de ne pas hésiter à soumettre votre travail de façon régulière à des concours qui sont reconnus, peuvent vous permettre finalement d'aller chercher des reconnaissances. Puis moi, de mon côté, en 2019, j'avais déposé ma candidature ici à la MRC de la Jacques-Cartier comme personnalité culturelle de l'année. Puis finalement, ma candidature a été sélectionnée, donc je suis en nomination. Puis le gala va avoir lieu le 27 mai prochain. Mais ça, c'est des activités de rayonnement et de possibilités de se mettre à l'avant-plan. Il faut juste présenter une belle candidature, répondre aux questions, faire l'exercice qu'on nous demande de faire, mais c'est tous des éléments qui existent, qui sont pas coûteux, qui coûtent rien, qui peuvent nous donner une certaine visibilité, une certaine crédibilité aussi. Et on va parler aussi de tout le concept de relation de presse. Je pense qu'éventuellement, je vais en faire un live si ça vous intéresse dans les commentaires, là. Mais comment on peut utiliser les médias à notre insu pour nous aider et nous faire rayonner, et ça tout à fait gratuitement. J'ai utilisé plusieurs techniques dans ce volet-là et j'ai toujours eu une très, très belle couverture médiatique. J'ai fait des choses, je pense, uniques pour piquer la curiosité, puis ça a fonctionné. Fait que je pourrais éventuellement faire un live. Si ça vous intéresse, commentez, là, n'hésitez pas à m'identifier si ça vous intéresse. Par la suite aussi, quand on fait des expositions, tu sais, je sais qu'il y a un volet plus symposium et il y a un volet plus exposition en galerie d'art ou dans des marchés, là, je pense au Art Expo, Spectrum Miami ou le Art Basel. Il y a un paquet de salons internationaux qui sont très, très prestigieux, très réputés, qui touchent des milliers de visiteurs. Puis quand on a l'opportunité d'être représenté là-bas, ben encore là, ça vient impacter définitivement notre code d'artiste. Puis il y a des évaluateurs, comme je mentionnais, qui peuvent vous accompagner. Fait que ça, c'est ce que je voulais aborder dans le volet plus artistique de comment je suis passée d'une cote d'artiste à 0,25 quand j'ai commencé, avec un multiplicateur aujourd'hui qui tourne entre 3 et 4 fois le prix du pouce carré. Puis je sais que ça va continuer à monter parce que je suis vraiment à l'étape je me considère encore un bébé dans l'industrie. J'ai encore des croûtes à manger, puis j'ai encore mes petits trous sur ma trottinette. Puis je sais qu'il y a énormément de possibilités devant moi. Mais c'est comme ça que graduellement, les opportunités se sont présentées, d'être membre aussi d'associations dans nos réseaux. Tu sais, je pense à Véronique, là, je sais que tu es dans le domaine des finances ou des assurances, mais d'être membre des associations qui touchent le champ d'expertise dans lequel on est. Personnellement, je suis membre d'à peu près tous les groupes qui touchent le volet artistique, donc le Cercle des artistes peintres, le RAV, je suis membre aussi de Art Zoom, collectif de la francophonie, Mondial Art Academy en France. Fait que c'est toutes des plateformes qui nous donnent des possibilités de rayonnement, qui créent des événements, que ce soit ici ou à l'étranger. Puis quand on embarque dans le bateau, ben ça peut être super intéressant puis nous donner vraiment des belles visibilités. Si on regarde les étapes pour fixer le prix de notre produit ou de notre service. Puis quand je parle, c'est toujours prix, produit ou service, parce que je sais que dans le groupe et sur ceux qui écoutent le live, il y a vraiment de tout. Première étape, c'est votre stratégie. À qui vous vous adressez? Deuxième élément, c'est surtout de connaître quel montant vos clients potentiels vont être prêts à payer pour votre produit ou votre service. Puis ça, pour le trouver, ben, il y a les études de marché, il y a les sondages, puis fiez-vous pas trop à ce que vous pensez que c'est, parce que ça peut jouer des tours. Des fois, on est dans nos croyances, on est dans nos peurs, puis on pourrait sous-évaluer notre produit, puis des fois, on pourrait le surévaluer aussi. Puis les deux stratégies, si on est dans les extrêmes, ben malheureusement, ça fonctionnera pas. Fait que de cibler le bon prix, ben c'est de savoir pour le service actuel que j'ai à offrir, en général, les gens sont prêts à payer jusqu'à combien? Puis, c'est quoi l'écart type? Donc, le moins cher, c'est qui? Le plus cher, c'est qui? Puis, pourquoi? Puis, entre les deux, il y a combien de joueurs aussi? Fait que de comprendre dans quel lac vous allez jouer, c'est super important avant même de calculer votre coût de revient de produit. C'est de savoir est-ce que le marché est intéressant puis est-ce que ça peut vraiment me faire vivre? Parce que c'est ça, ultimement, que tous et chacun, on veut. Faire une analyse de votre compétition, de vos concurrents, c'est super
important de savoir c'est qui les joueurs à qui vous avez affaire, sont là depuis combien de temps, c'est quoi leur réputation. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à tellement d'informations sans nécessairement appeler votre compétiteur et demander « Hey, by the way, tu cherches combien pour telle affaire, pour tel service ou ton huile balsamique, tu veux la vendre combien? » Vous êtes capable avec l'ensemble des informations qui existent actuellement sur le marché sans finalement aller directement auprès de votre compétiteur chercher l'information. De savoir ça vous coûte combien produire le produit ou le service. On s'entend que dans tout ce qui est, pas intrapreneur, mais tous les travailleurs autonomes qui sont à taux horaire, il y a un calcul qui est très, très simple en général, là, qui est un standard dans l'industrie. C'est que sur 2080 heures travaillées normalement dans une année, soit 52 semaines à 40 heures semaine, il y a énormément d'heures qui ne sont pas nécessairement facturables. Il y a du temps où, personnellement, vous n'êtes pas nécessairement à votre force optimum. Il y a du temps où vous êtes plus dans de la comptabilité, de la logistique de la compagnie au lieu d'être dans la production ou l'offre de service. Il y a des moments aussi où vous êtes dans tout le volet formation, hein, vous continuez à vous former vous aussi. Fait que normalement, le standard, c'est de partir avec, de dire, bon, mettons que j'aimerais gagner 60 000 par année et j'ai en moyenne, potentiellement, selon les standards, 1000 heures facturables. Fait que c'est très simple, hein, 60 000 divisé par 1000, ça vous fait un taux horaire à 60 de l'heure. Ça, c'est ce que vous espérez. Par la suite, l'exercice super important à faire, c'est de dire, OK, est-ce que dans l'industrie dans laquelle je veux offrir mes services ou mon produit, ce prix-là est un standard? Je me qualifie où dans l'échelle hein, qu'on parlait tantôt du moins cher au plus cher? Est-ce que je suis dans une moyenne? Est-ce que je suis dépassé la courbe de ce qui est de l'entendement de ce qui est connu? Ou au contraire, mon Dieu, je suis le moins cher? Fait que déjà, de vous faire une tête sur cet aspect-là peut définitivement vous aider. Et par la suite, vous assurez aussi qu'encore là, dans le calcul que vous faites, ça couvre tous vos frais. Que ce soit vos frais de bureau, le téléphone, l'Internet, les assurances, etc., etc., etc. Puis, gardez-vous aussi un certain buffer pour des congés, des soucis de maladie, surtout quand on est la personne qui offre le service. Ça, c'est super important. Si vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas de revenus parce que vous ne travaillez pas, il faut vous garder un certain calcul aussi pour ces imprévus-là. Puis, petit conseil d'amis, prenez-vous une assurance salaire si vous êtes la seule et unique personne pourvoyeur de vos revenus puis que vous dépendez de ces revenus-là. Je pense que c'est une base essentielle pour bien dormir la nuit. Par la suite, on va aborder tout le sujet encore là, je pense que pour fixer ses prix, définir la valeur de son travail, c'est toute une question aussi d'offre et de demande. Puis on le vit actuellement dans une industrie, entre autres, je vais vous parler du bois, où une simple planche coûtait, je ne sais pas moi, un 2x4 coûtait 2 et quelque chose. Puis là, ce même produit-là, il est rendu à 11 ou 12 $. Là, on parle de 200-300 % d'augmentation, si ce n'est pas plus. Tout est une question d'offre et de demande. Puis encore là, là, on va parler d'items un peu plus général ou quelque chose qui est peut-être moins niché, mais ça va définitivement affecter le prix que vous allez vouloir fixer pour votre produit. Puis là où on va s'amuser à partir de maintenant, c'est dans le prochain sujet, parce que moi, ce que je veux vous amener, là, c'est d'inspirer vos clients au lieu de vendre un produit. Puis le switch à l'intérieur de la tête, c'est ce qui fait toute la différence. Si vous vendez votre entreprise, vous vendez votre expertise versus la possibilité de proposer une solution à un client, le discours, vous vendez le même produit à la finalité, mais la façon que vous allez approcher votre client, il va se sentir interpellé totalement différemment, puis le sentiment d'appartenance et de désir pour votre produit va se décupler si vous l'inspirez au lieu de lui vendre quelque chose. Puis aujourd'hui, mon but, c'est de vous donner ces outils-là pour inspirer, pour justifier le prix que vous voulez justifier ou vous voulez atteindre dans vos produits. Donc, on parle du marché de compétition à faible valeur ajoutée. Donc, tout le concept de guerre de prix. Si vous tombez dans un marché de guerre de prix,
il n'y a jamais de gagnant. Des fois, ça va être vous, des fois, ça va être votre compétiteur. Mais quand on baisse les prix pour aller chercher de la clientèle, c'est, je pense, une des pires stratégies pour réussir à se faire un nom puis à penser aux conséquences futures. Si on est toujours à rabais, si on est toujours en train de baisser ses prix ou de définir ou de penser qu'on ne peut pas justifier le prix qu'on veut facturer au client, ben ça, c'est quelque chose que je vais vous donner des outils aujourd'hui. Puis je remercie Vicky qui m'a envoyé ce sujet-là d'aujourd'hui, donc comment fixer la valeur de votre travail, qui était une question qu'elle avait personnellement, puis je trouvais que c'était vraiment cohérent. Puis le sujet de la semaine prochaine, on va parler du syndrome, non, on va parler de la procrastination. Puis dans 2 semaines, on va parler du syndrome de l'imposteur. Puis je pense que c'est des sujets qui sont hyper liés, puis on va tenter de les démystifier puis de les gratter, mais c'est des idées qui viennent de vous, qui me suivez là, dans la tête d'Aro. Puis, à partir de maintenant, envoyez-moi des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Si je ne connais pas le sujet, je vais vous le dire. Je peux faire des recherches. Des fois, je peux peut-être intégrer une personne qui va venir nous en parler plus efficacement que moi. Mais je suis là vraiment dans le but de partager mes connaissances. Hein. Le mandat du projet dans la tête d'Aro, c'est vraiment ça. Puis, un élément, une petite citation ici, c'est « Build it and they will come ». Faites-le, bâtissez-le et ils viendront. Fait que si vous avez l'assurance de faire la bonne chose puis de le faire correctement, puis encore là, quand on parle d'inspirer au lieu de vendre, bien, ça, c'est quelque chose qui va, je pense, avoir les effets que vous souhaitez avoir. Qu'est-ce qui va influencer la perception de votre client sur votre service ou votre produit? Il y a plusieurs éléments. Dans un premier temps, c'est certain que son budget, hein, on le vit, là, on est en temps de pandémie, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, il y a des gens qui ont continué à s'enrichir, des gens qui ont commencé à s'appauvrir. Fait que le budget est un élément qui influence la perception du client, c'est certain, puis ses références, à savoir sur quoi il se base pour définir le prix qu'il est prêt à payer pour un service. Est-ce qu'il a déjà utilisé un service similaire? Est-ce qu'il ne connaît pas ça du tout, puis il se base sur sa perception? Mais de comprendre le motus operandi du client, à savoir sur quoi il se base pour définir son intention d'achat, puis jusqu'où il est prêt à aller, bien, il faut se placer à sa place dans son rôle pour bien comprendre son processus de pensée. Le contexte, le timing de l'offre et du besoin du client. Est-ce que c'est le client est en urgence puis il est prêt à payer n'importe quel prix pour se faire sortir de la situation? Fait que je pense à un service, je donne un graphisme, j'ai une opportunité au téléphone, my God, je peux faire la une du Journal de Québec demain matin, mais il faut que j'envoie un visuel, puis ça me prend une graphiste qui va faire le travail dans la journée. Ben, le taux horaire va probablement être 1,5 fois, 2 fois le prix normal parce qu'elle va être obligée de mettre de côté ce qu'elle est en train de faire pour me rendre service. Fait que tout le concept de l'urgence, mais c'est pas là où on va générer notre volume ou notre core business. Mais pensez à une bouteille d'eau. Hein? On est prêt à payer combien pour une bouteille d'eau? Si on l'achète à l'épicerie, si on l'achète au dépanneur, si on l'achète au restaurant, si on l'achète, je ne sais pas moi, dans une boutique à Paris, puis, ou imaginez-vous dans le désert, à marcher des heures au gros soleil, il fait 40 000 degrés, vous êtes assoiffé, vous n'avez pas d'eau, puis là, vous voyez un marchand d'eau. Quel prix vous allez être prêt à payer pour boire de l'eau? Fait que cette image-là, ben moi, c'est une image qui m'habite constamment dans la définition de dire mon client, il est dans quel contexte en ce moment? Est-ce qu'il est dans un contexte d'urgence? Est-ce qu'il y a une question de timing? Quel est le niveau d'importance de ce que moi j'ai à lui offrir dans sa vie à lui à ce moment-ci? Puis ça, c'est des éléments qui vont impacter la valeur du travail ou le coût que vous allez offrir à vos clients. Et après ça, ben, on va toucher à tout le concept de la valeur apportée. Puis ça, c'est définitivement mon secret. Ce avec quoi je travaille tous les jours, c'est comment je peux créer de la valeur ajoutée qui compte pour mon client. L'objectif, c'est pas de lui offrir quelque chose qui n'a aucune incidence dans son quotidien en lui disant, ben, je te donne ça, mais si c'est pas important pour lui, ça n'a aucune valeur ajoutée. Fait que qu'est-ce que de la valeur ajoutée? Mais avant de tomber là-dedans,
Je vais vous parler de ça ici. Steve Jobs disait, « La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous le leur montriez. » Fait qu'on a un rôle dans notre façon de communiquer à nos clients. Hein, je le disais tantôt, au lieu de parler de nos services, notre compagnie, on se doit de se placer dans la posture du client. Fait qu'on a à prendre en considération, finalement, notre discours, c'est quoi les bénéfices pour le client? Qu'est-ce que mon produit, mon service va faire comme différence dans sa vie à lui qui va lui permettre de vouloir payer le prix que je veux lui vendre? Puis pour définir de la valeur ajoutée, on s'entend que ce soit un taux horaire, je pense à Vicky comme graphiste avec lesquels je travaille. Il y a différents facteurs. Puis des listes de prix, on peut en avoir plusieurs. Moi, personnellement, dans le monde de l'art, j'ai une liste de prix ici au Canada, puis j'ai une liste de prix à l'étranger. Donc, mon multiplicateur ne sera pas le même parce que j'ai énormément de coûts de développement à l'étranger, les frais de shipping, les assurances, il y a un paquet de facteurs additionnels, de coûts additionnels qui s'ajoutent, qui justifient finalement la provenance ou en tout cas le multiplicateur qu'on utilise. Mais encore là, c'est expertisé, puis c'est validé, puis j'ai un certificat qui confirme ma valeur dans ces régions-là. Mais ici au Québec, quand on veut créer de la valeur, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients de plus que notre compétiteur? Parce que c'est ça un petit peu de dire, bon, ben, si le prix moyen facturable à l'heure est à 50 puis que moi, je veux facturer 75 quel argument je vais utiliser de plus pour réussir finalement à justifier ce prix-là puis que les gens soient contents de le payer parce que c'est ça l'objectif. C'est pas juste d'arnaquer. Au contraire, c'est tout le contraire parce qu'on a juste un nom puis on veut pas le perdre. D'offrir une garantie. Peu importe le service, garantie de satisfaction. Si vous offrez un produit puis que vous faites des ventes en ligne, d'offrir le retour gratuit, rassurer les gens. Offrir un service d'accompagnement. Si vous vendez une plateforme, des services financiers ou autres, d'offrir un service d'accompagnement ou des produits connexes, un service juridique ou il y a un paquet d'éléments qui peuvent être ajoutés, dans le fond, bonifiés dans notre offre de service qui va justifier finalement la tarification qu'on veut demander. Un exercice que moi j'ai fait, c'était d'offrir le premier 30 minutes gratuit avec les gens. C'est certain que moi, je ne vends pas un taux horaire, mais je fais du mentorat, je fais du coaching avec leadership au féminin. J'offre mon temps gratuitement et ce que je fais avec Arrow Live dans la tête d'Arrow, ben c'est un peu ça aussi. C'est vraiment de transférer mes connaissances. Puis je sais que ça résonne auprès de certaines personnes, puis que les gens disent « Oh my God, OK, parfait, j'ai compris où j'ai fait des liens, où ça m'a donné une piste de solution ou un plan d'action à mettre en place. » Puis moi, ben c'est ce qui résonne en moi de pouvoir aider. Faites une différence des fois dans des petites attentions, offrir un service téléphonique personnalisé, donc que la personne puisse parler à quelqu'un qui a le même langage qu'elle, qui utilise les mêmes termes, elle va se sentir importante, elle va sentir qu'il y a quelqu'un au bout du fil, donc d'offrir ce service-là, créer l'effet wow. Hein? Under promise, over deliver. Présentez votre service X, mais quand la personne est rentrée dans la loupe de l'acquisition ou le service après-vente, créez l'effet wow. Envoyez-en plus que ce que le client demande. Puis ça, c'est des choses, moi, que j'ai vécues avec les gens qui sont dans mon cercle, ma garde rapprochée de service. Donc, autant mon planificateur financier, mon banquier, ma graphiste, mon photographe, ma coiffeuse, maquilleuse, tous les gens qui gravitent dans mon cercle ont fait une différence. Comme celle-là, on crée l'effet wow. C'est des gens qui se sont investis avec moi, qui m'ont donné du support, qui ont été présents, qui m'ont invité à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé faire ou avoir accès pour me faire plaisir. Puis ces attentions-là font qu'aujourd'hui, je suis encore hyper fidèle à ces gens-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut développer une certaine fidélité aussi auprès de nos gens. De développer aussi des produits connexes. Tu sais, si moi, je suis dans l'art, mais je ne vends pas que des peintures, des œuvres originales. J'ai des produits dérivés, j'ai des tabliers, j'ai des cartes de souhait,
Je peins, oui, sur des toiles, mais j'ai commencé aussi à développer un marché que je ne sais pas si ça va fonctionner, mais sur des hoods de Porsche. Peut-être qu'un jour, il y aura des hoods de Ferrari puis de Lamborghini, mais c'est un marché que j'ai le goût d'explorer de voitures de luxe parce que mon conjoint et moi, on aime les voitures, puis on est dans un réseau où on a accès à des pièces comme ça, fait que je peins là-dessus, mais j'ai du plaisir à le faire, mais c'est quelque chose de un petit peu ludique, complètement inédit. Donc, n'hésitez pas à offrir des produits différents, de ne pas juste offrir une seule chose. Puis ça permet, en ayant un portefeuille différent, diversifié, bien, ça nous permet d'avoir une accroche, des fois avec un produit de base au départ, puis d'offrir des produits un petit peu plus luxueux ou plus complets à notre clientèle. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui peut facilement bonifier. Puis le concept, on le voit de plus en plus dans les 2-3 dernières années, là, mais tout le concept de récurrence, qu'on est capable de créer quelque chose qui va faire que les clients vont en avoir besoin à tous les mois ou à toutes les années à la limite, mais de trouver une façon que notre récurrence devienne éventuellement automatique. Je pense à ceux qui ont inventé des boîtes mensuelles de produits à découvrir ou du gruau à tous les mois qui nous est envoyé ou des sachets de thé ou peu importe, mais des idées de développement avec une certaine récurrence, des abonnements mensuels à des services. Je pense que c'est quelque chose qui doit d'être évalué puis de voir si ça s'applique à nous. Je vais vous parler aussi d'un exemple d'un commerce que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve vraiment original, puis qui est dans un marché de masse, mais qui ont réussi à en faire quelque chose d'un marché niché. C'est la Folle Tablée qui est à Charlesbourg. On s'entend, ils vendent de la crème glacée puis des beignes. Mais c'est des beignes originaux, inédits. Ils font des mix qu'on ne pense pas qui existent normalement. Leur crème glacée est au charbon noir. Ils font des choses complètement différentes. Puis c'est ce que j'aime de eux. Puis, on s'entend que leur beigne est 2-3 fois plus cher que le prix d'un beigne dans n'importe quel autre magasin de beignes. Mais tu vas à la Folle Tablée parce que tu vas vivre une expérience. Puis c'est ce que je vous amène à réfléchir, quelle expérience vous pouvez faire vivre à vos clients pour vous différencier puis augmenter vos prix en fonction, dans le fond, de votre offre. Du côté d'Aro, si on regarde tout le côté du discours sur les bénéfices, ben, j'ai travaillé très fort à étudier la pensée des acheteurs d'œuvres d'art parce que j'avais besoin de comprendre quel était le leitmotiv, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se lève le matin ou qui réfléchit à une potentielle acquisition, c'est quoi son processus d'achat, il va où, il fait comment, sur quoi il se base pour fixer son choix, etc. Puis quand j'ai compris que 95% du temps, c'était quelque chose qui était émotif, puis que les gens, quand ils ont l'opportunité de créer un contact direct avec l'artiste, puis d'écrire une histoire d'une acquisition, hein, c'est pas juste de dire, je suis allée à la galerie, j'ai acheté une œuvre. Non, non, j'ai rencontré l'artiste, elle m'a expliqué pourquoi elle a fait cette œuvre-là, comment elle l'a fait, etc. Ben, toute cette démarche-là fait toute une différence, c'est certain. Donc, soyez créatif, original dans votre façon de présenter votre produit ou votre service, puis présentez-le pas en fonction de vous, mais quelle différence. Puis, je vais parler à tous ceux qui sont travailleurs autonomes. Si je vous dis, ben moi, je vends des assurances, vous me perdez tout de suite. Mais si vous me racontez une histoire d'une situation que vous avez vécue, puis par chance que vous aviez des assurances, bien là, vous allez venir tout de suite toucher une corde sensible, une corde émotive, puis vous allez capter mon attention. Fait que c'est la même chose, je parle à Vicky qui a eu le sujet, l'idée du sujet de ce soir. Vicky, si tu parles de graphisme, c'est une chose, mais si tu me parles de l'image que tu vas créer, puis de l'impact de l'image sur ma marque de commerce, sur la perception de mon produit, là, tu viens tout de suite toucher une corde sensible en moi de dire, ben oui, je veux ça, moi, je veux être reconnu, je veux que les gens, quand ils voient le brand d'Aro, soient capables de comprendre que c'est du Aro. Mais ça, c'est ce que toi, tu fais pour moi, mais c'est ce que tu me vends aussi, puis qui a un impact direct dans ma carrière. Fait que d'avoir ce filon-là de discours fait la différence, je pense, dans la facilité qu'on a après ça à justifier le prix qu'on veut cibler pour nos clients.
Les émotions que vous devez toucher quand vous parlez à vos clients. La surprise, hein? Oh my God, hein? J'avais pas pensé à ça, de les surprendre dans votre discours, dans votre approche. Oui, Véronique, raconter son histoire, c'est la clé, hein, le storytelling de ça. Puis pas le storytelling pour entertainer, mais le storytelling pour toucher, pour sensibiliser, puis d'être vraiment dans la transparence, dans l'authenticité, si je peux dire. Toucher la joie. Il y a des sentiments aussi, quand on les touche, ça vient, tu sais, je pense que c'est très humain, mais tout ce qui touche à la peur, à la sécurité, quand on a un discours en ce sens-là, on va interpeller, puis on va cibler l'émotivité. C'est très, très humain et normal. Quand on touche un produit de luxe, je pense à l'art, entre autres, bien, là, tout le concept de l'estime, du sentiment d'appartenance, le principe de la marque, l'élégance, le prestige, bien, il y a un discours, il y a des mots qu'on peut utiliser dans notre discours et dans notre façon d'approcher les clients pour aller chercher cette corde sensible-là. Puis tout le concept aussi de l'amusement, le divertissement, tout dépendant dans quelle industrie on est. Mais ça, c'est les émotions qu'on souhaite toucher lorsqu'on pense et qu'on travaille à l'élaboration finalement de nos produits. Une petite pensée d'Albert Einstein, il disait « N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » Puis notre valeur, ben malheureusement, c'est pas nous qui la définissons, c'est notre client, c'est les autres, hein, c'est le regard des autres. Puis je dis regard des autres, c'est peut-être pas le bon propos, mais c'est la perception que les gens ont de notre produit ou de notre marque qui va définir la valeur de notre produit. Puis derrière le produit, ben c'est nous, c'est notre essence, c'est qui on est. Fait que ayez un discours touchant, humain, que les gens comprennent que derrière un produit, derrière un service, il y a une famille, il y a des idées, il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui ont des objectifs, qui ont des rêves, puis les gens vont acheter ce en quoi vous croyez. Donc, n'hésitez pas à partager vos croyances. C'est quelque chose qui est super intéressant. Je vous parle, tu sais, dernièrement, Vicky, on a travaillé sur des nouvelles pastilles là, pour les réseaux sociaux, mais je dis toujours, vous êtes unique, un haro aussi. Fait que ça, c'est un de mes brands que j'utilise. Chacun a son histoire, je ne fais que la raconter, mais j'ai aussi, vous êtes unique, un haro aussi. Puis encore là, ça met l'emphase sur le concept d'unicité de la personne qui achète l'œuvre, mais de l'exclusivité. Il y en a juste une, il y en a juste une pièce originale. Puis si c'est vous qui l'avez, bien, ça devient quelque chose qui est unique. Puis toute la relation d'échange entre moi et le collectionneur, bien, c'est aussi tout ce volet-là qu'on aborde dans Vous êtes unique, un haro aussi. Donc, l'ensemble de l'expérience que je promets. Un élément aussi que vous pouvez utiliser, c'est il faut prouver les gains pour vos clients de vous faire confiance et d'acheter votre produit ou service. Puis comment on peut faire ça? Dans un premier temps, il faut que les gains qu'on promet, notre promesse de marque, soient réels et mesurables. Moi, la promesse que je fais à mes clients, c'est une promesse de qualité, que mes œuvres ne changeront pas de couleur, que mes vernis jauniront pas, que mes encadrements sont de qualité. Je promets bien sûr l'exclusivité des œuvres, ce qui veut dire que mes œuvres ne sont pas en sérigraphie ou revendues sur des sites de réimpression. Fait que c'est un choix que j'ai fait, mais ça vient augmenter la valeur de mon travail aussi. J'aime ça, Véronique, puis je vais le partager si tu me permets. Véronique dit « Price is what you pay, value is what you get ». Donc, hein, le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous recevez. Puis, c'est super important à ce moment-là, comme je mentionnais, là, de vous assurer finalement que votre promesse de marque, que vous livrez, hein, que les babines suivent les bottines, puis que la promesse que vous faites, bien, vous la livrez, parce que sinon, vous allez avoir l'effet complètement contraire, vous allez créer de la déception. Puis une façon de prouver les gains que les gens vont réaliser en ayant votre service ou votre produit, bien, c'est des témoignages, que ce soit écrit ou par vidéo, des statistiques hein, qui confirment que ce que vous nommez comme service ou comme produit, bien, il est
Je pense à, je ne sais pas moi, dans tout ce qui touche l'alimentation, mais saviez-vous que l'huile d'olive crée telle affaire est bonne pour le cœur et whatever quoi, puis ça vient de telle source. C'est des choses qui vont confirmer finalement le gain pour vos clients d'acheter votre produit, tout dépendant bien sûr dans quel milieu vous êtes. Les retours sur l'investissement, quand on touche à tout ce qui est service, promesse de service, de dire si tu achètes mon produit, si tu achètes mon programme d'accompagnement, si tu achètes, etc., bien, je te garantis, selon mes 5200 clients qui ont passé avant toi, puis qui ont eu une moyenne de croissance de 3,25 ou de 22 whatever quoi, mais d'appuyer ça sur des retours sur investissement, de dire chaque dollar investi avec moi devrait te rapporter tant. C'est des éléments qui vont rassurer nos clients puis qui vont nous permettre encore là d'appuyer la valeur et le prix qu'on veut demander. Un dernier point sur le volet de la façon de fixer la valeur de nos prix, c'est quand on parle du service après-vente ou de créer l'effet wow. Une fois que l'achat est effectué de votre produit ou de votre service, créez des effets de validation immédiats pour contrer la peur. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le client, là, il vient cliquer sur acheter, admettons, en ligne, ou il vient de dire hey, je te fais confiance, on se serre la main, je vais signer ton contrat, puis je vais travailler avec toi. À ce moment-là, vous avez un devoir essentiel pour vous démarquer, de faire de créer quelque chose qui va rassurer le client puis qui va lui le conforter dans son choix. Si ça se fonctionne, merci Véronique, à bientôt. Si le client, bon, c'est par le web, bien, un courriel personnalisé. Merci Caroline de ton achat. Ce n'est qu'un début. Bonne soirée. Tu sais, on commence notre partenariat, notre relation ensemble, puis de définir à la limite c'est quoi vos attentes. S'il y a des attentes particulières, de ne pas hésiter à vous contacter. C'est quoi les prochaines étapes? Donc, de rassurer, d'identifier c'est quoi les prochaines étapes. Demain, la semaine prochaine, mon équipe se met en branle tout de suite. Donc, de rassurer. Si vous avez du matériel pour bonifier, déjà envoyer un petit cadeau gratuit, un lien vers un e-book, un guide quelconque, peu importe ce que vous offrez comme service, un échantillon, mais de créer l'effet wow, de dire hey, je viens d'embarquer avec eux, je viens de leur faire confiance, puis j'ai déjà l'effet de surprise, je me sens déjà bien. Fait que votre objectif, c'est ça, c'est de faire quelque chose que les autres compétiteurs n'auraient pas nécessairement pensé, qui vont vous permettre finalement de vous démarquer. Fait que j'ai abordé quand même beaucoup de sujets. J'ai pas d'idée en ce moment à savoir si vous avez des questions, des volets que j'ai pas abordés, que vous auriez aimé que j'aborde sur le sujet de ce soir, sur comment fixer la valeur de ton travail. Je vous donne quelques instants là, si vous le souhaitez là, pour commenter. Je vais en profiter pour lire un commentaire qu'Hélène m'a écrit. Exactement. Des fois, on fait un petit geste, puis ça crée un effet boule de neige, puis la personne va tisser un lien de confiance avec nous, puis va dire, OK, tu sais, il y a des gens dans la vie qui viennent prendre, puis il y a des gens qui viennent donner. Puis on se sent drôlement moins menacé quand les gens nous apportent quelque chose, puis contribuent que c'est ça. C'est tellement plus facile de donner à quelqu'un qui vient nous apporter quelque chose qu'avoir l'impression que la personne est juste là pour prendre, mais qu'on ne tirera absolument rien de ça. Fait que quand on donne dans la vie, ma mère disait toujours, à donner et cela vous sera rendu au centuple, pas nécessairement des fois par la personne à qui vous avez donné, mais le geste de donner, de connecter avec les gens, bien, ça fait toute une différence. J'ai une question d'Hélène qui me dit « Que faire avec un galeriste qui prend 50 » Il y a plusieurs modèles d'affaires, Hélène, dans le monde de l'art. OK? Tu as des galeries qui vont prendre 50 mais qui ne chargent absolument aucun frais de location de mur. Ce qui veut dire qu'ils prennent tous les risques. S'ils ne vendent pas, ils ne font pas d'argent avec toi. Fait que leur intérêt, c'est de te présenter, de te faire rayonner. Puis, dans le monde des galeries d'art, ça prend quand même plusieurs mois, normalement, avant de positionner l'artiste à travers leurs collectionneurs parce qu'ils sont dans une rotation, ils ont des cycles de communication qui sont déjà commencés. Fait que quand ils intègrent un nouvel artiste, ça prend quand même un petit peu de temps avant d'avoir un positionnement puis une certaine visibilité.
le standard actuellement dans l'industrie des galeries d'art, c'est 50%. Puis je sais qu'il y a des galeries d'art ici à Québec qui vont jusqu'à du 70% de commission sur les ventes. Fait que c'est vraiment à toi à fixer ta limite et la valeur de tes œuvres. Quand on rentre en galerie, normalement, de toute façon, au départ, on va être à 1,25 du pouce carré minimum et plus parce que sinon, c'est pas rentable, ça couvre pas tes frais de temps, de matériel et autres. Fait que quand on tombe en galerie d'art, à ce moment-là, en ayant encore là des frais de commission de 50%, mais c'est le standard. Moi, c'est ce que je paye actuellement dans l'Ouest canadien, aux États-Unis et en Europe. Fait que j'ai jamais réussi à me sortir là, de cet aspect-là. Puis, où c'est le plus dangereux, je pense, c'est quand on tombe dans les galeristes qui te chargent des frais de mur, puis en plus prennent une cote entre, mettons, 25 et 40%. Ben là, les risques, c'est tout toi qui les prends. Puis, je connais peu d'histoires extraordinaires pour des artistes qui ont été dans ce volet-là, mais c'est une source très rentable pour les galeristes de fonctionner comme ça parce qu'ils vendent ou pas des œuvres, ils ont des revenus. Puis, ça leur assure finalement une certaine sécurité financière au détriment de l'artiste. Puis, encore là, il y a différentes façons de travailler. Quand on approche les galeries d'art puis qu'on signe des contrats, ben c'est important de lire tous les petits caractères. Puis quand on nous propose un contrat d'une page sur le coin d'une table, c'est drôlement moins sérieux que moi, ma galerie d'art à Cincinnati, le contrat, je pense qu'il y a 22 pages. Fait il aborde tous les aspects finalement de tous les scénarios possibles et impossibles pour mettre ça le plus clair et pour eux et pour moi. Fait que quand c'est fait puis que c'est très rapide, ben moi, c'est toujours des signaux d'alarme qui sonnent de dire ben on ne fait pas de contrat. Hein? Pas de contrat, attends, là, c'est qui paye les assurances si quelqu'un, si tu passes au feu, il y a des bris. C'est super important d'avoir des contrats. Puis si le galeriste dit moi, j'en fais pas, ben c'est peut-être pas l'endroit où vous devez aller. Mais peut-être que oui aussi, là, moi, je suis d'une école où je suis une personne qui est très cartésienne, j'aime les choses qui sont claires, puis c'est ce qui fait que je dors bien la nuit aussi, c'est que j'ai pas d'ambiguïté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Hélène, mais je te confirme que c'est le standard actuellement. Si tu ne paies pas de frais de location de mur, c'est le standard actuellement dans l'industrie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je peux déjà aussi vous inviter à aller sur la page web, le site web d'Arrow Artistes. Les sujets pour les 4 ou 5 prochaines semaines ont été mis là-bas. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense qu'on va s'amuser. Puis, je peux déjà vous dire que le 22 mai prochain, ça va être un live qui va être très émotif. Je vais vous partager une histoire très douloureuse, mais je suis rendue là dans mon chemin de vie. Puis, d'ici là, on va avoir des beaux sujets où on va parler, entre autres, de la procrastination, l'art de remettre à plus tard. On va parler du syndrome de l'imposteur, de l'autosuffisance. On va parler d'un paquet de choses. Fait que j'ai beaucoup de sujets. J'espère que ça vous plaît. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à commenter, à inviter des amis entrepreneurs, artistes et autres dans le groupe privé d'Arrow, dans la tête d'Arrow. Puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Prenez soin de vous. Une bonne fête des mères. Allez vous inscrire au concours si ce n'est pas déjà fait. Le lien est dans les commentaires. Puis là, je suis en train d'oublier que j'ai des lectures à chaque semaine, puis j'ai travaillé sur la préparation de ces lectures-là. Fait que je termine avec ça dans les commentaires ici, les suggestions. La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, un super livre qui m'a challengé, provoqué. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre-là, mais l'objectif derrière tout ça, c'est de travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Fait que c'est un peu en lien avec le sujet de ce soir. On a aussi Tony Robbins qui dit « L'argent et l'art de le maîtriser ». Super intéressant, très, très belle lecture pour accéder à la liberté financière, puis définir aussi la définition de la valeur de notre travail. Et ma dernière suggestion de lecture, Rework, Réussir autrement, de Jason Fry et David Hennemeyer Hansen. Excusez-moi, là, c'était probablement en allemand, je ne sais pas. Fait que c'est un livre qui est pour les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, patrons, salariés, mais dans le fond, comment penser différemment, ça peut être super intéressant dans l'élaboration de vos stratégies, de vos produits et services. Fait que
Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Profitez du groupe dans la tête d'Aro pour poser vos questions. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-le. Je suis réellement là pour vous. Puis, une belle semaine. Je vous embrasse. Puis, à la semaine prochaine. Bye bye!